Nous sommes jeudi 12 septembre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition. Cérémonie d'investiture du président de la République en prélude à la journée du 19 septembre. Le Premier ministre a effectué ce matin une visite de terrain dans la ville de Bamako. Accompagné de deux de ses ministres, la délégation a visité les travaux de certaines routes et les locaux du stade du 26 mars. La raison de cette visite est de reçu une meilleure organisation et un meilleur accueil aux hôtes attendus aux festivités d'investiture du président de la République. L'aéroport de Bamako-Sénou a reçu la visite du ministre de l'Équipement et des Transports, Garibou Pérou. Cette visite du Premier ministre s'inscrit dans le cadre des préparatifs des festivités d'investiture du président de la République du Mali. Première étape de cette visite, le tronçon La Tour d'Afrique sur la route nationale numéro 6 et les stades du 26 mars. Les travaux de revêtement et de rafraîchissement des deux infrastructures ont commencé. Mais il faut aller vite et très vite à faire comprendre le Premier ministre. Seconde étape, les travaux d'achèvement de la descente du troisième pont de Bamako. Cette étape est suivie des visites de caniveau à Amdalaï Assey dans le souci de réserver un cadre de vie plus agréable aux hôtes. Juste après, le ministre de l'Équipement et des Transports s'est rendu à l'aéroport international de Bamako-Sénou pour s'enquérir de l'état des infrastructures. Nous savons qu'il y a les hôtes qui doivent venir et ce seraient des hôtes de qualité. Et nous avons estimé qu'il est de bonne loi qu'on vienne pour voir les infrastructures en vue de préparer l'accueil. Passation de dossiers et de services, le ministre du Plan et de la Prospective a pris possession de son département, l'ancien ministère de l'Économie et de l'Action humanitaire. Toujours, les deux ministres ont appelé à une franche collaboration. Commémoration de la Journée universelle de la démocratie à l'Assemblée nationale, une table ronde a regroupé parlementaires, militants de la société civile et des journalistes. Le sous-thème de cette année, faire mieux entendre les voix de la démocratie. Le compte-rendu de cette table ronde avec Moïse Traoré. Faire mieux entendre les voix de la démocratie est le sous-thème de la Journée universelle de la démocratie. La table ronde regroupe les membres de la section malienne de l'Union interparlementaire, 11 représentants d'organisations de la société civile et 5 journalistes. Composantes de la population qui ont un rôle à jouer dans la consolidation du régime de gouvernance. Chaque citoyen est de la société civile. La société civile doit s'intéresser d'abord à son Parlement. Et de cette manière, toutes les questions qui peuvent lui poser des embarras, il doit demander au Parlement comment cette question peut être résolue. C'est ce qui va faire en sorte que la démocratie va croître, que la démocratie sera réelle. Le contrôle de l'action gouvernementale fait partie des prérogatives de l'Assemblée nationale. Pour ce faire, l'institution peut mener une enquête parlementaire, inviter les membres du gouvernement à répondre à une question orale ou à une interpellation. La politique est un jeu impitoyable et ce qui en sort est toujours imparfait. Il arrive que des gens que nous avons élus soient déçus, souvent parce qu'ils nous croient capables de l'impossible, parfois parce que nous leur avons promis l'impossible. La notion de démocratie, ses principes et ses origines ont été rappelés par le professeur Khalilou Sidibé de la faculté de droit public. C'est depuis 2010 que le Parlement malien célèbre le 15 septembre, Journée universelle de la démocratie. Le président du Haut Conseil des collectivités a reçu une délégation belge. Principal sujet de la rencontre, relancer le programme d'appui institutionnel pour le pilotage stratégique de la décentralisation et de la déconcentration au Mali. Le dit programme, qui est financé à hauteur de 2 milliards de francs CFA, permettra de renforcer les capacités des collectivités. Des détails avec le président du Haut Conseil des collectivités lui-même. Il est au micro de Fatoumata Kone. Ils sont venus s'imprégner, prendre en compte nos préoccupations pour relancer
leur programme avec les nouvelles visions, les nouveaux objectifs et j'espère qu'ils feront avancer la décentralisation. Parce que la décentralisation au Mali est presque parfaite dans les textes, mais elle boite du point de vue applicabilité sur le terrain. La coopération entre nos deux pays ne souffre d'aucun doute, ça ne souffre pas de malaise, tout va très bien et c'est d'ailleurs dans ce sens qu'ils sont venus pour parfaire davantage leur coopération avec le Mali. Nous leur avons dit ce que nous souhaitons que ça soit et ils en ont pris bonne note et j'espère que la reprise de ce programme d'appui institutionnel prendra en compte nos remarques, nos suggestions pour le bien-être à la fois des collectivités et bien sûr des populations du Mali. Une patrouille de l'armée malienne a été attaquée hier dans la matinée par des bandits armés dans le secteur de Foïta et à la frontière mauritanienne. Le bilan est de 3 blessés légers côté malien, 3 morts côté bandits et 9 faits prisonniers. Le récit de Sylvie Konaté avec la voix de Honoré Tchenou. Suite à l'insécurité grandissante dans la bande des Méma, caractérisée par des enlèvements de bétail, braquage, tuerie des paisibles citoyens, la zone de défense numéro 2 a initié de multiplier des patrouilles dans les 10 secteurs. Ainsi, ce mercredi 11 septembre 2013, aux environs de 9h, la patrouille mixte composée d'éléments de Sévaré et de Nampala a été accrochée par des malfaiteurs. Chaque semaine, il y a un patrouille qui sort. La journée d'hier, les patrouilles sont sorties à rencontrer le banditisme sur le terrain. Ils ont fait un petit accrochage avec eux. Bon, heureusement, ils ont récupéré 9 éléments blessés en voiture. Il est déjà à la main de la gendarmerie. Les blessés, selon les spécialistes, sont hors danger. Accrochage, on l'a déjà cité. Le président de la République l'a annoncé, des assises nationales du Nord seront bientôt organisées dans notre pays. Selon le ministre de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord, elles procéderont à l'ouverture de négociations avec les groupes armés. Mais auparavant, il y aura d'autres actions comme l'organisation des États généraux de la décentralisation. Des actions dont la finalité est d'établir un nouveau contrat social au Mali. Cheikh Oumar Diarra, qui est le tout nouveau ministre de la Réconciliation, est au micro de Yaya Konaté. Dans un premier temps, nous allons organiser une conférence nationale des cadres. Après, nous organiserons les États généraux de la décentralisation pour revisiter le processus de décentralisation tel qu'il a été pratiqué dans notre pays et tirer les enseignements qui nous permettent de trouver les formules idoines au plan institutionnel pour faire en sorte que les populations locales puissent être en charge de la gestion des affaires locales. À la suite de ces états généraux, nous allons organiser d'autres ateliers. Nous allons redynamiser la commission dialogue et réconciliation qui deviendra une commission dialogue, vérité et réconciliation, qui va mener des actions précises dans les 3 régions du Nord, y compris dans Mopti et Ségou, puisqu'il y a eu des exactions à Diabali, il y a eu Kona, qui a entraîné également un traumatisme dans la région de Mopti. Elle se rendra dans les camps de réfugiés pour discuter avec les populations réfugiées, avec les populations déplacées. Elle aura un calendrier de travail restructuré, centré sur la résolution des problèmes qui tiennent à cœur aux populations. Et elle devra rendre son rapport de fin de mission dans un délai que nous allons fixer. Nous aurons par la suite les assises nationales du Nord qui revisiteront l'ensemble des questions ayant trait aux réformes institutionnelles, ayant trait à la refondation d'un nouveau contrat social entre Maliens. Et c'est à la suite de ces assises nationales que nous allons enclencher les négociations avec les groupes armés
sur la base de principes très clairs, la reconnaissance de l'intégrité territoriale, l'intangibilité des frontières, la reconnaissance de l'unité nationale, la reconnaissance de la laïcité de l'État. Il y a là des principes immuables sur lesquels il ne peut y avoir aucune discussion. Et nous allons, par la suite, enclencher également des actions pour accélérer le développement des régions du Nord, pour que dans un délai de 3 à 5 ans, il y ait un niveau de développement acceptable sur l'ensemble du territoire national, mais surtout ce niveau de développement va corriger les graves déficits structurels qui existent dans les 3 régions du Nord. 52 millions de francs CFA, c'est le montant alloué cette année par l'ambassade des États-Unis dans notre pays aux 14 organisations et associations qui en ont fait la demande. Pour concrétiser ce geste, une cérémonie de signature a regroupé les responsables des dites associations et organisations autour de l'ambassadeur des États-Unis. Cérémonie suivie par Alousseni Touré. Ils sont au nombre de 14 bénéficiaires du fonds d'aide de l'ambassade des États-Unis au Mali qui s'élève à environ 52 millions de francs CFA. Un fonds composé en 2 parties, le fonds d'auto-assistance de l'ambassade avec 10 bénéficiaires et le fonds pour la promotion de la démocratie et le respect des droits de la personne humaine. Ce deuxième fonds a été réparti entre 4 bénéficiaires, des associations et ONG de Bamako, Sikasso, Kaï, Koulikoro et Tombouctou, sont sélectionnés. Le programme d'auto-assistance de l'ambassadeur permet de financer des projets ayant pour objectif d'améliorer les conditions de vie des personnes vivant dans vos communautés. Ce programme permet de soutenir des personnes talentueuses et motivées comme vous, qui ont compris qu'une démocratie réussie et une croissance économique se bâtissent de la base vers le sommet. Quant au Fonds pour le soutien du programme de promotion de la démocratie et du respect des droits de l'homme, il a été créé pour servir de source de fonds faciles à mobiliser à court terme pour financer les petits projets de démocratisation en Afrique. Cette année, ce fonds prend une plus grande importance avec le retour de la démocratie au Mali, où un président démocratiquement élu vient tout juste de prêter serment il y a à peu près une semaine. Adduction d'eau potable, jardinage et création de plantations sont les domaines du fonds d'auto-assistance. Quant au fonds pour le soutien de la démocratie et le respect des droits de l'homme et de la personne humaine, il finance des activités relatives à la formation, à la diffusion médiatique et à la représentation judiciaire. Élan de solidarité, l'Algérie toujours solidaire des sinistrés du 28 août dernier par le biais de son ambassade au Mali. Elle vient de faire un second don de 30 tonnes de denrées alimentaires et de couverture. Le don devra contribuer à l'amélioration des conditions alimentaires des bénéficiaires. La cérémonie de réception s'est déroulée à l'aéroport de Bamako-Sénou en présence de notre reporter Moussa Fane. 30 tonnes de produits, dont du riz, de l'huile et du sucre. Voilà la composition du deuxième convoi humanitaire de l'Algérie destiné aux victimes de l'inondation du 28 août dernier à Bamako. J'espère que ce don pourra permettre aux nouvelles autorités de pouvoir faire face aux difficultés et soulager un tant soit peu les souffrances des populations sœurs du Mali en cette pénible circonstance. Selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ce don devra atténuer les souffrances des populations sinistrées. Au moment où le gouvernement du Mali déploie d'importants efforts pour assister ces populations sinistrées, ce don arrive à point nommé pour renforcer les actions en cours et apaiser les souffrances des victimes. Nos sentiments de reconnaissance sont grands, tant vos interventions sont nombreuses depuis le début de la crise que notre pays a connue en 2012. Ainsi, au nom du gouvernement du Mali et du peuple malien, je vous dis merci. Le don a été réceptionné par le ministre de la Santé en présence de plusieurs responsables des pays.
Les imams des mosquées du district de Bamako se montrent eux aussi solidaires des sinistrés des inondations. Ils viennent de remettre des vivres, des habits et plus une somme de 10 millions de francs CFA aux représentants des élus des communes 1 et commune 4. Adama Koulibaly. Les élus des communes touchées par les inondations du 28 août dernier, à travers le service du développement social, reçoivent l'aide des bonnes volontés pour les sinistrés des communes 1 et 4. Les imams des mosquées du district ont apporté leur aide composée de vivres, d'habillement et de matériel de cuisine d'une valeur de 10 millions de francs CFA. À cet appui en nature s'ajoutent 10 millions de francs CFA en espèces. Le geste est salué par les représentants des élus des communes 1 et 4. Dieu a fait ce qu'il devait faire le 28. Nous l'avons accueilli. Ça se passe comme ça, c'est la nature. Mais Dieu aussi a donné les moyens. Nous avons les religieux et nous ne ferons que remercier de cette solidarité, je dirais, vraiment agissante. Les représentants de la Ligue islamique, après des bénédictions pour la paix et l'entente dans le pays, ont demandé et demandent aux représentants des structures en charge de gérer le social de ne jamais oublier cet élan de solidarité culturelle dans notre pays. Une rencontre préparatoire au sujet des réfugiés maliens qui vivent dans les pays voisins est ouverte depuis ce matin. Ainsi, durant 2 jours, les différents partenaires, le HCR, ceux des pays d'accueil et des autorités maliennes vont dégager des stratégies en vue du retour effectif des réfugiés. Aldjouma Tina. Les réfugiés maliens se trouvant hors du pays depuis un certain temps doivent retourner pour participer à la reconstruction nationale. En tout cas, c'est ce qui est en train d'être envisagé à travers cette réunion préparatoire à laquelle participe le Haut Commissariat pour les réfugiés HCR, les responsables des pays d'asile et le gouvernement malien. Le HCR est fortement impliqué dans cette question de retour et avec l'accession à la magistrature suprême du nouveau chef de l'État, beaucoup d'actions positives sont en cours. Et le HCR ne voudrait pas rester en dehors de tout cela, raison pour laquelle les pays voisins qui ont accueilli des réfugiés sont actuellement pour parler avec nous au Mali pour définir un peu la stratégie sur le retour des Maliens qui vivent à l'extérieur du Mali. Au total, ce sont plus de 175 000 Maliens qui se sont réfugiés dans les pays voisins après l'éclatement de la crise. Comme point de chute, on peut citer le Niger, la Mauritanie, le Burkina Faso et l'Algérie. À présent, le retour de ces derniers permettra sans doute de jeter les bases d'une véritable réconciliation nationale, de toute l'importance de cette rencontre. Le retour des Maliens est nécessaire pour contribuer et participer aux actions de développement engagées déjà par le gouvernement malien. Et je pense que nous, en tant qu'organisation du système des Nations Unies, en particulièrement le HCR, seront aux côtés du gouvernement. C'est la 4e fois que se tient une rencontre du genre au sujet des réfugiés maliens, qui étaient environ 4000 personnes à prendre part au 10e tour de l'élection présidentielle. L'UNICEF et le gouvernement du Mali sont dans une vaste campagne pour le retour à l'école dans les régions, le retour de l'école dans les régions du Nord. Cette action vise à améliorer les principaux acteurs de l'éducation. C'est dans ce cadre qu'un atelier vient de se tenir à Tombouctou avec les directeurs d'école, les conseillers et directeurs de CAP. Yeya Tandina depuis Tombouctou. Campagne de retour à l'école, c'est le thème d'un atelier de 2 jours organisé par le ministère de l'Éducation, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales sur financement de l'UNICEF. La rencontre a regroupé les acteurs, collectivités territoriales, ONG et partenaires de l'éducation afin de préparer une bonne année scolaire 2013-2014. Je peux vous rassurer aussi que les évaluations des premiers et deuxième trimestres ont eu lieu dans les différents établissements. Les examens de fin d'année, c'est-à-dire le bac, le DEF, le CAP et le BT, sont prévus du 28 septembre au 5 octobre 2013. Cet atelier permettra aux participants venus de l'intérieur de la région de se pencher sur un plan d'action régional pour le retour massif des enfants et de valider les cadres conceptuels de la mise en œuvre, suivi, évaluation, afin de répondre aux besoins du système éducatif. Les enfants sont notre avenir. Considérons aussi que l'avenir des enfants est l'école.
En appui aux efforts du ministère de l'Alphabétisation et de la promotion des langues nationales, l'UNICEF se propose d'accompagner un retour massif et le maintien des enfants déjà scolarisés et affectés par le conflit à l'école à travers le soutien à une campagne de retour à l'école. Sur les 52 communes que compte la région de Tombouctou, 39 ont pu ouvrir leurs écoles, soit 75%. L'actualité sur le continent Sénégal, justice, Karim Wade était face pour la première fois depuis son incarcération devant le procureur de la Cour de répression de son pays. Accusé de détournement, celui qu'on a appelé au Sénégal le ministre de la Terre, du Ciel et de la Mer, doit justifier l'origine de sa fortune estimée aujourd'hui, tenez-vous bien, à plus de 800 milliards de francs CFA. Extrait de sa cellule très tôt ce 11 septembre, Karim Wade a été présenté au procureur de la Cour de répression de l'enrichissement illicite sous haute sécurité. Les journalistes mobilisés pour l'occasion n'ont pu avoir la moindre image du fils de l'ancien président sénégalais. Ses partisans ont eux aussi été tenus à l'écart des lieux pour éviter tout débordement. Officiellement, les raisons de cette nouvelle comparution de Karim restent inconnues, ce qui provoque l'indignation des militants du Parti démocratique sénégalais dont il est membre. Il est temps de le libérer de toute façon. Il a fait pratiquement 5 mois ici. On ne l'a jamais interrogé pendant les 5 mois. Ça montre vraiment ce qu'on appelle le déni de justice là. Parce que 5 mois sans être une fois interrogé. Selon des informations parues dans la presse, Karim Wade serait convoqué pour justifier l'origine de nouveaux avoirs découverts lors des enquêtes diligentées pour voir clair dans sa fortune. Ajouté aux 694 milliards précédemment découverts dans son patrimoine, sa fortune personnelle serait maintenant portée à plus de 800 milliards de francs CFA. Après le rendez-vous de ce mercredi, Karim Wade retourne devant le procureur de la CREI vendredi. Accusé d'enrichissement illicite, l'ancien ministre d'État sous le régime de son père Abdoulaye Wade a été placé sous mandat de dépôt depuis le 17 avril dernier. Les législatives, on en parle en Guinée-Conakry, l'opposition ne désarme pas, elle pointe du doigt la CENI qui prépare des fraudes massives selon elle et conditionne sa participation à ces législatives par la reprise de l'affichage des listes électorales. 5 millions d'électeurs au total, 30% d'inscrits en plus dans le fief du pouvoir alors que leur nombre stagne voire régresse partout ailleurs en Guinée. Les opposants à Alpha Condé en sont sûrs, la commission électorale prépare des fraudes. En début de semaine, une version numérique du fichier électoral corrigé a été remise à l'opposition. 250 000 pages à vérifier pour débusquer d'éventuelles erreurs. L'opposition n'en a pas les moyens, elle réclame un nouvel affichage. Sur un affichage public organisé sur toute l'étendue du territoire national pourra permettre d'établir que le fichier est de nouveau propre. Si nous ne sommes pas entendus, nous serons dans l'obligation, entre autres, d'engager des marches et des manifestations de plusieurs natures sur les places et sur les voies publiques. Réafficher les listes, refus net de la CENI. Elle invoque un délai trop court, à 12 jours du scrutin, qui obligerait à reporter le vote. Devant la menace de l'opposition de reprendre les manifestations, le camp présidentiel brandit le risque de nouvelles violences. Chaque fois que nous avons des marches ici en Guinée, ça suivi de mort. Il faut accepter d'aller aux élections le 24 septembre. En tout cas, le RPG Arc-en-Ciel, pour le moment, nous sommes prêts et nous voulons aller aux élections. Et nous leur demandons également la main dans la main. La politique, ce n'est pas un combat, c'est un débat d'idées. L'ultimatum lancé par l'opposition à la CENI pour réclamer un nouvel affichage des listes arrive à échéance ce soir. En pleine campagne électorale, à mesure que le scrutin se rapproche, les Guinéens redoutent de nouveaux incidents. Les organes audiovisuels publics en Afrique, vous aurez compris, nous retrouvons l'actualité nationale. Je disais donc les organes audiovisuels publics en Afrique, le cas du Mali, c'est le nom du rapport d'étude qui a été lancé aujourd'hui ici même à Bamako. Le document fait l'état des lieux concernant l'audiovisuel dans notre pays tout en mettant l'accent sur les médias publics. Le but de l'étude est de contribuer à la consolidation de la démocratie. Adama Koudjo. Le rapport de 96 pages qui vient d'être lancé fait le point de la situation des organes audiovisuels publics au Mali.
Il met en exergue le cadre juridique dans lequel ces organes évoluent. Fruit d'une recherche entamée depuis 2008, le document propose la réforme de la radiodiffusion-télévision au Mali en vue de répondre efficacement aux attentes des récepteurs. L'audiovisuel privé en particulier vit dans des conditions de précarité. Je sais aussi qu'il y a un déficit de professionnalisme de ce côté-ci. Quant à l'audiovisuel public, le RTM en particulier, l'étude fait des recommandations qui est de faire en sorte que le RTM devienne un véritable organe de service public. Ce lancement est un pan des activités de l'UNAGEM. Nous sommes en train d'aller vers la numérisation des radiodiffuseurs. Donc c'est une étude qui a été confiée à Baba Djourté, un des doyens de l'ORTM, qui a mené une enquête de qualité. Pour la consolidation de la démocratie en général et la liberté d'expression en particulier, le rapport demande l'élaboration d'une nouvelle loi pour l'ORTM. Pour ce faire, l'implication de la société civile, des professionnels des médias, des pouvoirs politiques et administratifs s'avère une nécessité. Les nouvelles autorités du Mali, sous la houlette du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, et le Premier ministre Omar Khatamli, entendent pleinement jouer la carte de la démocratie fondée sur le dialogue entre les Maliens et à travers tous les médias. Le présent rapport fait partie de l'étude sur les médias audiovisuels africains dans 11 pays, dont le Mali. Le village de Adamabougou, dans la commune rurale de Fatiné, c'est dans le cercle de Ségou, vient d'avoir son centre de santé. L'infrastructure, qui a coûté plus de 38 millions de francs CFA au centre protestant pour l'assistance médicale au Mali, a été inaugurée aujourd'hui. Honoré Tchenou, compte rendu. Ce sont ces coups de ciseaux du préfet de Ségou et du partenaire américain qui ont doté le village de Adamabougou d'un centre de santé. L'infrastructure, qui a coûté 38 117 805 francs CFA, comprend un dispensaire, une maternité, un équipement médical, un puits, un château d'eau, une maison d'habitation du personnel médical. À cela s'ajoute un personnel composé de techniciens et techniciennes de santé, un aide-soignant, un manœuvre, un gardien, plus un fonds de roulement initial. La mise en place d'une telle infrastructure est le couronnement d'un effort collectif entre Global Partner et Hope, notre partenaire privilégié. Nous osons croire que ce centre pourra apporter une contribution significative et qualitative dans le système de prestations sanitaires du village de Adamabougou, de la commune de Fatiné et du cercle de Ségou. En dotant ce village d'un centre de santé, le CEPAM entend raccourcir les distances à parcourir pour les malades et d'améliorer les niveaux du plateau technique. Et le préfet d'inciter à une bonne fréquentation du centre tout en félicitant le CEPAM et son partenaire Global Partners Hub. Je voudrais donc, au nom du gouvernement du Mali, remercier tous ceux qui ont contribué avec vous à la réalisation de cette œuvre qui ne manquera pas, j'en suis sûr, d'enlever l'épine du poing de cette population très éloignée de toute structure sanitaire. Comme pour bénir ces joyaux, une prière dirigée par le pasteur Ian Vickers a mis fin à cette cérémonie d'inauguration. Nous vous présentons ce soir deux nouvelles publications. Ces publications sont de Modibo Diabaté, qui est magistrat. Et la première publication est « Si le sang ne s'arrêtait pas ». C'est un résumé de la tragédie de la mutilation génitale féminine. La deuxième publication, « Jésus a-t-il dit la vérité à ses juges ?» Une fiction qui nous conduit à revoir le procès de Jésus dans l'au-delà après la résurrection. Le Christ devant ses juges et ses bourreaux dans une nouvelle vie. Le reste de l'actualité avec le lancement ce matin de la journée citoyenne de reboisement à la base 101 de la région aérienne numéro 1 de Seno. Ce reboisement de l'espace militaire est organisé par les forces armées et de sécurité à travers le service social des armées. Cette année, la Direction générale de la protection civile est désignée comme parrain de la journée. Agibou Koulibaly.
L'arbre représente une ressource vitale pour la société. Ses bienfaits innombrables ont toujours été intimement liés à l'évolution humaine. C'est la raison pour laquelle un adage dit « Celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutile ». C'est fort de cet esprit que les forces armées et de sécurité du Mali ont initié une journée citoyenne de reboisement. Elle vise à lutter contre la désertification et l'adaptation au changement climatique. Nul n'ignore le rôle essentiel que l'arbre joue dans l'alimentation, la santé, la pluviométrie, la réduction de la pollution et du réchauffement climatique. Nous devons être plus que jamais mobilisés pour inscrire dans notre activité de tous les jours la préservation de notre environnement. Au-delà de son caractère de protection de l'environnement, cet événement permet de ressouder et renforcer la cohésion entre les hommes en uniforme. Nous vous réitérons la ferme assurance, comme par le passé, que nous ne ménagerons aucun effort afin que ces plans répondent à toutes les aspirations. Pour un Mali vert, l'armée de l'air ne ménagera aucun effort pour entretenir les plans qui sont mis à sa disposition. Après ce lancement, les éléments des forces armées et de sécurité mettront sous terre environ 1500 plants d'arbres en l'espace militaire de la base aérienne 101 de la région aérienne numéro 1 de Sénou. L'arrondissement de Néguéla vient d'être doté de nouveaux bureaux pour le sous-préfet. Le joyau a été entièrement financé par le budget du cercle de Kati à hauteur d'environ 27 millions de francs CFA. Seydou Traoré, compte rendu. C'est un ouf de soulagement pour le sous-préfet de Néguéla et son équipe qui logeait dans un bâtiment vétuste et exigu du chemin de fer. Avec cette nouvelle infrastructure, les populations des 4 communes, 61 villages de l'arrondissement de Néguéla et l'administration centrale voient se réaliser un rêve de plusieurs années. C'est là pour un arrondissement à cheval entre le Bélédougou et le Manding, créé en 1959. Ce joyau architectural d'une valeur de 26 956 660 francs CFA est une belle œuvre du cercle de Kati qui va sans doute améliorer les conditions de travail du personnel de l'administration de Néguéla. Cet accompagnement et soutien du cercle de Kati a été apprécié par les 52 000 âmes de l'arrondissement de Néguéla à travers les notables et les élus. Une initiative qui se situe, selon le préfet de Kati, dans le cadre du renouveau de l'action publique. Ce joyau a été réalisé sur le financement propre du cercle. Donc on va voir dans le prochain budget comment faire la clôture en même temps et équiper les bâtiments. Les nouveaux bureaux ont été réalisés dans une durée de 3 mois par l'entreprise Amadou Koumaré et ACO. Dans la joie, le folklore du milieu a émerveillé l'assistance à la cérémonie d'inauguration. Mesdames et messieurs, nous revenons sur la nouvelle de l'attaque de l'armée malienne qui a été attaquée hier donc dans la matinée par des bandits armés dans le secteur de Foïta. Foïta, c'est à la frontière mauritanienne. Le bilan, on le rappelle, est de 3 blessés légers côté armée malienne, 3 morts côté bandits et 9 faits prisonniers. Avec cette précision, la zone où l'accrochage a eu lieu n'est pas un lieu de cantonnement du HCA et du MNLA. Des nouvelles des Jeux de la francophonie de Nice en France. La liste des portés disparus s'allonge après les 10 athlètes congolais, les 5 ivoiriens. Aujourd'hui, 7 djiboutiens ont pris tout simplement la clé des champs, ce qui nous fait un total de 24 portés disparus. Et la clôture de ces Jeux de la francophonie est prévue pour dimanche prochain. Sur la base des prix fournisseurs du mois de septembre 2013, les prix indicatifs plafond à la pompe des produits pétroliers en vigueur restent inchangés, excepté le prix non subventionné du gaz butane. À titre de rappel, ils sont 2 supercarburants sans plomb, 750 francs le litre, pétrole lampant, 565 francs, le gasoil, 665 francs, le distillat diesel oil, 665, le fuel oil, 475 et le jet A1 libre. Il faut noter que le prix subventionné du kilogramme
de gaz butane est de 584 francs CFA. Par conséquent, le prix de vente de la bouteille de 2,75 kg est de 1605 francs CFA et celui de la bouteille de 6 kg est de 3500 francs CFA. Quant au prix non subventionné du kilogramme, il est de 1051 francs CFA. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h-13h, Mohamed Touré et 18h-20h, Ibrahima Djombele prendra le relais. L'information continue sur notre site www.ortm.ml. Au revoir et bonne journée de prière. Demain, on est vendredi.